Top 3, Clair-Obscur, Expédition 33. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Clair-Obscur ? Le jeu qui a fait le plus parler de lui cette année. Un JRPG français dans lequel on découvre un Paris de la Belle Époque apocalyptique qui a été détruit il y a fort longtemps par un événement appelé la Fracture. Depuis ce jour, chaque année, une entité géante, la Peintresse, dessine un numéro doré sur son monolithe et toutes les personnes plus âgées que ce numéro disparaissent dans un tourbillon de pétales de fleurs. Pour sauver le monde, chaque année, une expédition est envoyée pour défaire la Peintresse, et cette année, nous faisons partie de l'expédition 33. Le jeu est exceptionnel, et laissera sans aucun doute sa marque dans l'industrie. En premier lieu, sa musique, qui était un point central de son marketing. Une BO incroyable de 9 heures qui passe par plein de styles, de l'orchestral, de l'électro, beaucoup de guitare et de piano, du slam et du rock, pop. Je suis pas sûr de savoir ce qu'est le style du trio des musiques Une Vie A, mais bref, la musique est peut-être bien le point le plus fort du jeu, elle est incroyable et vous devriez l'écouter même si vous ne comptez pas jouer au jeu. Maintenant, le système de jeu, il se base sur des combats au tour par tour. Comme tout bon JRPG, on a plusieurs personnages qui ont chacun leur spécificité, mais surtout l'attrait principal de ces combats pour moi, c'est que bien qu'ils soient au tour par tour, au moment du tour des ennemis, il faut activement esquiver ou parer leurs attaques, ce qui rend ce tour par tour hyper dynamique et très attrayant. Faut alors apprendre à chaque fois les mouvements des ennemis pour pouvoir les parer sur le bon timing, un peu comme si on était dans un mini-jeu de rythme. Ça rend la boucle de gameplay hyper fun et j'ai jamais été déçu d'être dans un combat parce que j'étais heureux de pouvoir faire ces parades. Enfin, on a l'histoire, qui est également un des gros points forts du jeu. Elle est assez originale pour intriguer et très forte pour te prendre dans l'univers dès son prologue. Il y a quelques points sur lesquels je suis moins fan, comme les camps pour développer ses relations. Bon, déjà je trouve le concept un peu étrange, et même dans son application, je trouve que ça marche qu'à moitié, mais je crois que c'est juste parce que j'ai moins d'affinité avec le genre du JRPG qui développe souvent des personnages avec des petits passages comme ça. Je trouve aussi que les personnages qu'on croise sont un petit peu cryptiques juste parce que c'est stylé d'être cryptique et que waouh, la première fois tu comprends rien et la deuxième tu comprends tout, c'est fou non ? Oui, c'est fou, mais bon, ça aide que les personnages parlent en énigme de Père Fouras quoi. Mais bon, peut-être que c'est aussi parce que j'ai pas été très fan du plot twist. Oui, désolé. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse que peu de monde comprendra, mais si j'étais pas fan, c'est peut-être parce que on a déjà écrit cette histoire. Si je vous dis que Lumière c'est Gorade et Gustave c'est Germain de Seyer, une fois que tu t'en rends compte, c'est évident. Bon, blague à part, dernière chose, les menus et les tutos sont horribles. Je suis désolé, ils me donnent des bouffées d'angoisse rien qu'à les voir. Mon picto qui devient un Lumina que j'équipe en passant via le menu des pictos, mais pour aller chercher les pictos qui sont devenus des Lumina, vraiment, au secours, c'est pas possible. Et les tutos où c'est des gros pavés de texte pendant un combat, franchement, ça marche pas. Et faut pas me donner l'excuse de oui, mais tu peux relire le tuto donc ça va. Non, ça va pas. Encore une fois, c'est possible que ce soit quelque chose de classique dans le JRPG, mais du coup, j'aime pas. Bon, après tout ça, on dirait que je suis très à charge contre le jeu. Et pourtant, je l'ai mis en top 3. Je l'ai quand même mis au-dessus de 2 des meilleurs jeux de ma saga de jeux préférés. Akai, Saturni, jouez-y, je vous jure. Donc, ça veut dire que je l'ai quand même vachement aimé, ce Clair-Obscur. Donc oui, j'ai adoré ce jeu. J'ai adoré me plonger dans son univers, essayer de le découvrir, d'en comprendre ses rouages. J'ai adoré m'émerveiller devant ces panoramas magnifiques, ces zones aux palettes de couleurs sublimes, ces musiques à couper le souffle. J'ai adoré être ému par les performances d'acteurs incroyables, les cinématiques folles. J'ai adoré jouer, apprendre les patterns des ennemis pour pouvoir les parer à la perfection, découvrir des nouveaux boss et prier pour qu'il n'ait pas de seconde phase. Si je suis si critique avec ce jeu, c'est bien parce que je l'ai vraiment aimé du plus profond de mon cœur. Et j'ai vraiment été heureux de pouvoir y jouer, de pouvoir le découvrir. Et ça ne m'a rendu que plus déçu de ses défauts. Parce que ce sont des défauts qui personnellement m'ont dérangé et ont été un frein à mon appréciation du jeu. Et bon, j'ai adoré le jeu parce qu'il y a Dr House aussi dedans, qu'est-ce que je pouvais faire ? Tu me traites comme une enfant de 5 ans! Je te traite comme si l'ombre du pire jour de notre existence allait te faire suffoquer et t'arracher toi aussi à nous! Tout compte fait, il repart avec une médaille de bronze et bien plus sur la scène du jeu vidéo de toute manière. Bravo, Clair-Obscur, Expédition 33. Top 3, La chambre d'à côté. La chambre d'à côté nous raconte l'histoire d'une femme écrivaine qui retrouve une vieille amie qu'elle avait perdue de vue. Elles se racontent leur vie respective, ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'elles se sont vues, mais nous apprenons que cette amie est atteinte d'un cancer et elle ne veut pas se résilier à une mort lente et un acharnement thérapeutique. Elle demande donc à notre protagoniste si elle accepterait de l'accompagner dans une maison dans les bois pour ne pas avoir à y passer ses derniers instants toute seule.
Le film est magnifique, et contrairement à ce qu'on pourrait croire avec un synopsis comme celui-ci, il est très doux. La mort n'est pas dépeinte comme une menace ou un drame, mais comme une étape de la vie, qui n'est pas obligée d'être morose ou endeuillée. On traite alors du sujet avec légèreté, mais avec quand même une grande justesse. Le film se permet même de faire de l'humour pour désamorcer un sujet si sensible et qui pourrait paraître si douloureux. On a à travers le film des passages de flashback ou d'histoires racontées, qui sont l'occasion à presque des mini-courts-métrages et qui nous rappellent que nous ne sommes pas enfermés dans cet endroit mais bien libres de revivre le passé et libres de profiter du présent. À travers du film, on découvre des plans magnifiques, des couleurs contrastées et pétantes pour ne pas tomber dans une représentation un peu morne et emplie de pitié qu'on voit habituellement autour d'un personnage malade. Et on est en même temps heureux de passer des moments si touchants et si beaux avec ces personnages, tout en sachant qu'ils ne dureront pas, et c'est peut-être ça qui les rend encore plus importants à chérir. Je n'ai vu le film qu'une fois et j'ai pas pris de notes minutieuses pendant mon visionnage, donc je ne vais pas pouvoir vous décortiquer chaque plan, chaque coupe et chaque mise en scène, mais je sais qu'elles sont scrupuleusement réfléchies et qu'elles sont impactantes pendant le visionnage même sans qu'on s'en rende compte. Il peut y avoir certaines scènes plus dures, comme celle où l'écrivaine trouve la porte de la chambre fermée, on passe dans une ambiance un petit peu plus étouffante en voyant le personnage se décomposer, mais ce n'est jamais gratuit ou larmoyant. Le film est une expérience presque physique, sensorielle, et en sortant de la séance, je me sentais presque apaisé, étrangement heureux, alors que je venais d'assister à des sujets qui restent durs et tristes. C'est d'un poétique à couper le souffle, d'une douceur incroyable et d'une justesse folle. C'est un film marquant et pour toutes ces raisons, il remporte la 3e place du podium, et j'espère que vous aurez l'occasion de voir La Chambre d'à côté.